Salut tout le monde. Ce soir, nous allons visiter l'Empire romain, mais pas celui des fresques dorées ou des sénateurs bien nourris. Non, non. Ce soir, vous allez enfiler vos sandales, attraper votre seau et plonger, littéralement, dans la pire besogne que Rome ait concoctée, le ramassage d'urine publique. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi aussi en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Moi, je parie qu'il fait nuit noire et que vos paupières commencent déjà à protester. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous marchez pieds nus, mauvaise idée, à travers une ruelle pavée de Rome, tôt le matin. L'air est frais, les murs transpirent une humidité douteuse et tout ce que vous portez, c'est une tunique élimée et un bâton pour éloigner les chiens errants. Aujourd'hui encore, votre mission est aussi claire que l'urine que vous espérez collecter. Vider les vases des latrines publiques, des tavernes et des maisons particulières, puis transporter le tout jusqu'aux blanchisseries. Vous êtes ce qu'on appelle un foulonicus, un porteur d'urine. Un héros méconnu du linge propre. Car oui, à l'époque, l'ammoniac contenu dans l'urine servait à blanchir les toges. C'est technique, c'est odorant, et ça fait friser la moustache. Vous marchez avec 2 seaux suspendus à une perche en bois qui se balance doucement, éclaboussant parfois vos mollets. Il ne faut pas penser à ce que vous ressentez sous vos orteils. Un fait peu connu, l'empereur Vespasien avait instauré une taxe sur l'urine. Oui, une taxe sur l'urine. Les blanchisseurs la collectaient, l'utilisaient, mais devaient payer l'État pour ce privilège parfumé. On raconte que lorsqu'on s'est moqué de lui pour ça, Vespasien a tendu une pièce à son fils en lui demandant « Sens-la, est-ce qu'elle pue ?» Non. Pourtant, elle vient de l'urine. On appelle ça encore aujourd'hui l'argent qui ne sent pas. Mais vous, votre quotidien n'est pas aussi philosophique. Il est glissant et bruyant. Les passants râlent quand vous renversez un peu sur le trottoir. Un marchand vous lance « T'as pas un travail normal? Genre gladiateur? » Vous haussez les épaules. Moins de risque de mourir dans l'arène, ici. Sauf peut-être de honte. Votre tournée vous mène jusqu'à une insula, un immeuble d'habitation, où les locataires du dernier étage jettent leurs vases d'aisance par la fenêtre, avec ou sans avertissement. Vous apprenez à marcher vite, tête haute, yeux partout. Une goutte jaune atterrit à côté de vous. Trop tard. À la lavanderia, le patron vous accueille avec un grognement. Il a besoin de plus de liquide aujourd'hui. Les toges de sénateurs ont absorbé du vin, de la sueur et une quantité indécente de parfums bon marché. Vous versez précieusement votre récolte dans une grande cuve. Derrière vous, un ouvrier piétine déjà des étoffes dans le mélange, pieds nus bien sûr. Vous vous demandez si ça gratte. Les historiens se disputent encore pour savoir si les blanchisseurs ajoutaient d'autres ingrédients à l'urine, chaux, argile ou même certains champignons. Certains pensent qu'un bon mélange devait rester tiède pour être vraiment efficace. Une théorie avancée suggère qu'un foulonicus rusé pouvait s'arranger avec des auberges pour collecter directement à la sortie des urinoirs publics, ce qui garantissait de la matière première, fraîche. Vous frissonnez. Votre pause déjeuner consiste en un morceau de pain sec, trempé dans de l'huile d'olive. Vos mains sentent encore les vases du matin. Vous essayez de manger avec 2 doigts. Un chat s'approche, hume l'air, puis repart en courant. Même lui a ses limites. Il y a des jours où la collecte est presque plaisante. Un coin tranquille près du forum, avec des vases bien rangés, pas trop remplis. D'autres jours, c'est la taverne de l'arrière-rue où les clients confondent pot de chambre et amphore de vin. Là, il faut intervenir rapidement avant que quelqu'un ne trinque. Une anecdote rarement racontée. Un porteur comme vous aurait un jour été invité au banquet d'un riche patricien. Par erreur. Confusion sur les noms. Il s'est assis,
a goûté du garum sur une feuille de laitue et a demandé si c'était fait avec de l'urine aussi. On l'a reconduit à la porte sans ses sandales. Votre vie sociale, parlons-en. Quand vous entrez dans un bain public, les gens se lèvent. Pas pour vous céder la place, pour s'éloigner. Vous développez une habileté particulière à vous asseoir seul, à table, au théâtre, à peu près partout. L'avantage, toujours de l'espace. Mais il y a aussi une sorte de fierté, un savoir-faire. Vous distinguez, à l'odeur, l'urine d'un buveur de vin rouge, d'un amateur de cervoise. Vous savez quand un pot est prêt, quand il fermente trop et quand le contenu est trop clair pour être utile. Votre nez est un outil aussi précis qu'un cadran solaire. À la fin de la journée, vous retournez chez vous. Une chambre sous les toits, près du quartier des tanneurs. L'odeur ambiante est telle que personne ne remarque la vôtre. Vous lavez vos pieds dans un seau d'eau de pluie, accrochez votre tunique et soupirez. Un jour de plus, un denier de plus. Et peut-être, dans une autre vie, vous serez crieur public ou vendeur d'amulettes. Mais pour l'instant, vous êtes le héros anonyme du linge blanc, le gardien des seaux oubliés, le Fulonicus. Vous voilà promu, si l'on peut dire. Aujourd'hui, vous troquez vos seaux malodorants contre une coupe en argent, des mets raffinés et une légère sensation d'angoisse. Car vous êtes désormais testeur de nourriture impériale. Le titre est prestigieux, sur le papier. Mais dans la pratique, vous êtes surtout un bouclier gustatif vivant. Votre tâche est simple, goûter chaque plat destiné à l'empereur pour vérifier qu'il n'est pas empoisonné. Si vous survivez au déjeuner, il mange. Sinon, eh bien, vous devenez le contre-exemple. Vous vous tenez droit dans une antichambre du palais, entouré de marbre et de dorures, alors que des esclaves silencieux déposent des assiettes mystérieusement odorantes. Un cuisinier transpirant jette un regard anxieux à votre gorge. Les plats sont parfois couverts de feuilles d'or, d'autres fois simplement suspects. Un œuf de paon farci au miel, une langouste engelée, un pâté de figues à l'anchois. Tout ça peut sembler appétissant, ou pas. Mais le vrai problème, c'est ce que vous ne voyez pas. Car dans Rome, le poison est un art, et les cuisiniers, même les loyaux, peuvent être manipulés, ou corrompus, ou simplement négligents. On raconte que sous le règne de Domitien, un testeur aurait identifié du poison, en tombant dans le coma 3 heures plus tard. L'empereur, excédé par l'attente, avait dîné sans lui. Il a survécu. Le testeur aussi, mais à moitié paralysé. Ce matin, votre premier plat est une purée de pois aux épices africaines. Une fumée étrange s'en dégage. Vous humez. Pas de clous de girofle, mais peut-être du silphium, une herbe presque éteinte à l'époque. Ou alors du calamus. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines plantes, désormais oubliées, étaient utilisées à la fois comme aphrodisiaques et comme poison. Une confusion malheureuse. Vous prenez une bouchée. Rien. Puis une deuxième. Toujours rien, à part un léger goût de cuivre. Vous attendez. 10 minutes. 15. Votre cœur bat lentement, mais sûrement. Vous faites signe au serviteur que c'est bon. L'empereur peut dîner. Parfois, la journée est calme. Un pain frais, du fromage de brebis, quelques olives. D'autres fois, c'est une procession de mets exotiques. Foie de flamand rose, cervelle de singe, huîtres de Narbonne. Vous apprenez vite à mâcher lentement, à écouter votre estomac, à interpréter les signaux les plus subtils. Picotement sur la langue, fourmillement dans la nuque, contraction étrange des orteils. Oui, vous avez développé un 6e sens. Une anecdote célèbre dans le palais. Un testeur aurait refusé de goûter un plat de ragoût de lièvre parce qu'il avait rêvé d'un chat la nuit précédente. L'empereur, superstitieux, a ordonné de jeter le plat, qui s'est avéré effectivement piégé. Depuis, certains testeurs prétendent entendre des voix. Pure stratégie. Vous êtes payé correctement, nourri chaque jour
et parfois même remercier. Mais vous ne dormez jamais profondément. Le moindre mal de ventre vous réveille en sursaut. Vous gardez des graines de cumin sous votre oreiller, juste au cas où. Vous évitez les escaliers raides, les bains brûlants et les serviteurs qui sourient trop. Le plus difficile, ce sont les jours de fête. Banquets interminables, plats extravagants et une attente constante. Le dessert sera-t-il le piège final? Vous goûtez des figues farcies au poivre, des truffes à la sauce de poisson fermenté, un sorbet au lait de chamel. Et vous survivez. Encore. Félicitations. Une fois, un autre testeur, disparu depuis, aurait essayé de saboter son successeur en lui glissant des miettes empoisonnées dans la bouche pendant qu'il dormait. Résultat, une longue discussion entre gardes, une punition silencieuse et un poste soudainement vacant. Vous avez repris la fonction. Bravo. Mais votre routine est, d'une certaine façon, apaisante. Chaque bouchée devient une méditation, chaque plat, une énigme. Votre palais est votre arme, votre estomac, votre baromètre. Et vous êtes l'un des rares à pouvoir dire, sans ironie, que vous sentez littéralement venir les ennuis. Et puis, il y a cette fascination pour l'arsenal des poisons. Certains issus de plantes méditerranéennes, d'autres importés de Perse ou concoctés à partir de substances animales. Des experts, souvent muets ou disparus, affirment que le venin de vipère séché dans le vin produisait des hallucinations, puis un sommeil éternel. Mais personne ne souhaite le vérifier. Enfin, personne de sensé. Vous terminez votre journée avec une infusion tiède de menthe sauvage. Pas de test cette fois. Vous la préparez vous-même. Et vous la buvez les yeux mi-clos en pensant au pâté d'hier, un peu trop sucré pour être honnête. Est-ce que le cuisinier avait changé de recette? Est-ce que le miel cachait autre chose? Ou est-ce juste votre imagination qui divague après des mois à mâcher la peur? Vous vous allongez. Le palais est silencieux. Les torches crépitent. Un bruit de pas dans le couloir. Non, rien. Vous êtes vivant. Encore un jour. Et demain, vous goûterez encore. Avec prudence. Avec élégance. Avec cette résignation tranquille qui caractérise les meilleures fourchettes de Rome. Vous changez encore de tenue. Mais cette fois, pas de frisson mortel à l'horizon. Juste de la sueur. Beaucoup. Vous voilà affecté au terme public, pas comme baigneur, ni même comme masseur. Non. Vous êtes désormais racleur de bain, armé de votre fidèle strigile, cet outil métallique courbé censé vous aider à gratter la saleté, l'huile et les secrets collés aux peaux des citoyens romains détendus. Vous commencez la journée à l'entrée des thermes de Caracalla, une structure majestueuse, vaste comme un petit village, où l'élite, comme les plébéiens, viennent se tremper, discuter et suer ensemble dans une vapeur bien communautaire. Pour vous, chaque pierre en marbre est une glissade potentielle. Chaque client est une source potentielle de texture. Votre poste est simple, on vous appelle quand quelqu'un a besoin d'être raclé, et pas dans un sens figuré. Les Romains, friands de propreté, selon leurs critères, s'enduisent d'huile d'olive parfumée, puis vous tendent docilement le dos, les bras, parfois, plus. Et c'est à vous de faire glisser le strigile le long de leur peau pour en détacher la sueur, l'huile, la poussière et tous les souvenirs de la journée. Le bruit est unique. Un frottement humide, entre la râpe à fromage et la pluie sur du cuir. Il y a des odeurs aussi. Musc bon marché, transpiration collective, encens fatigué. Vous apprenez à respirer par la bouche, mais ce n'est pas toujours mieux. Un jour, un sénateur vous a tendu son ventre en ricanant. « Vas-y doucement, j'ai trop mangé d'huîtres. » Et vous y allez. Doucement. Un fait marquant, les thermes n'étaient pas seulement des lieux de détente. On y discutait politique, affaires et, parfois, conjuration. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines trahisons impériales ont été murmurées dans le caldarium, alors qu'un esclave comme vous grattait silencieusement un noble trop confiant.
Si vous avez bien l'oreille, vous pouvez parfois capter des choses intéressantes, ou juste des plaintes intestinales. Vous passez d'une salle à l'autre. Tépidarium, caldarium, frigidarium. La température change, votre sueur aussi. On vous appelle pour gratter les dos, puis pour ramasser les peaux mortes au sol. Oui, c'est aussi votre travail. Vous tenez une petite pelle plate et vous grattez les coins. C'est apaisant d'une certaine façon. Une méditation sale. Une anecdote que vous n'oublierez jamais. Un jour, un gladiateur est venu se faire gratter. Il ne parlait pas beaucoup. Il avait des cicatrices partout et un regard fixe. Vous avez fait votre travail avec soin. À la fin, il vous a tendu un pain d'argile parfumé, une sorte de savon rare, et vous a dit, d'une voix grave, « Tu racles bien ». Vous l'avez gardé comme un trophée pendant 3 jours, avant qu'un autre racleur ne vous le vole. Il y a une hiérarchie non écrite entre vous. Certains se réservent les clients doux, parfumés et riches, pendant que d'autres, comme vous, héritent des soldats crottés, des philosophes poilus et des adolescents nerveux qui n'ont pas encore compris que parler tout nu ne rend pas les sujets plus intéressants. Votre main développe une dextérité remarquable. Vous pouvez détecter une contracture au toucher, reconnaître une blessure ancienne au son d'un craquement d'épaule. Vous êtes devenu expert en dos. Certains clients reviennent exprès pour votre technique du double grattage croisé. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais ça plaît. Un jour, on vous demande de nettoyer une salle entière. Pas de racle, pas de strigile, juste une éponge, un seau et une pelle. Quelqu'un a renversé une amphore d'huile, un autre a glissé, et la scène s'est transformée en comédie involontaire. Vous glissez aussi, 2 fois, mais personne ne vous voit. Les Romains sont fiers de leur bain, et ils devraient l'être, mais personne ne pense jamais à vous. Vous êtes invisible, sauf quand on a besoin de vos services. Et pourtant, sans vous, l'endroit serait un marécage glissant, huileux et parfaitement répugnant. D'ailleurs, certains jours, c'est exactement ce que c'est. On vous parle rarement. Parfois un clin d'œil, une grimace, un merci murmuré, mais surtout des ordres, plus forts, plus haut. Pas là, idiot. Vous obéissez, toujours, mais dans votre tête, vous imaginez que vous êtes un sculpteur. Chaque dos, un marbre brut. Chaque strigile, un ciseau. Vous modelez la peau avec une douceur appliquée. Et puis, il y a les enfants. Ils rient, ils glissent, ils éclaboussent. Ils vous appellent, gratte-gratte, et vous lancent des regards complices. Vous n'avez pas le droit de leur parler, mais vous leur rendez leurs grimaces. Une complicité muette, dans un monde glissant. Ce soir, vous finissez tard. Un dernier dos à gratter. Un sénateur ventripotent qui s'endort pendant que vous passez le strigile sur ses omoplates. Vous continuez malgré tout, avec soin, avec patience, avec cette lenteur qui finit par vous endormir vous aussi. Vous vous asseyez un moment dans un coin tiède. L'eau clapote doucement. Des voix basses résonnent dans la brume. Vous respirez, les yeux à moitié clos, et vous vous dites que, pour un métier aussi invisible, vous êtes étrangement essentiel. Un artisan du propre, un racleur d'âme. Aujourd'hui, vous descendez encore plus bas dans les entrailles de Rome. Littéralement, on vous a confié une torche, une paire de sandales cloutées et un sac de toile vide. Et vous avez signé, probablement sous la menace, pour l'un des métiers les plus discrets, mais aussi les plus serpentins de l'Empire, attrapeur de serpents dans les égouts. Vous marchez à travers une plaque en bronze dissimulée derrière un atelier de potier. Un léger courant d'air s'en échappe, chargé de promesses douteuses. En bas, c'est le royaume de la Cloaca Maxima, le grand égout romain, chef-d'œuvre d'ingénierie et d'insalubrité. Un boyau humide, construit pour évacuer les eaux usées et tout ce qui y tombe par erreur ou par négligence. Il fait noir, ça sent la vase, le poisson et autre chose d'indéfinissable. Vos pieds glissent sur des pavés visqueux, votre torche vacille, et puis vous entendez un frottement, léger,
un frémissement sur la pierre mouillée. Ce n'est pas une souris. Votre métier consiste à repérer et capturer les reptiles qui se sont glissés dans ces tunnels. Car oui, les serpents raffolent de ces conduits tièdes et garnis de restes. Ils s'y reproduisent, ils s'y perdent, et parfois ils en ressortent. On raconte qu'un consul aurait trouvé un petit serpent lové dans sa cuvette de latrine pendant qu'il faisait, enfin, ce qu'on fait dans une cuvette. Depuis, on vous appelle. La mission du jour. Un spécularis longue, probablement un serpent exotique, échappé d'un jardin impérial. Ces créatures étaient prisées par les riches comme animaux de compagnie, jusqu'à ce qu'elles s'échappent, ou qu'elles mordent un petit-neveu. Alors, on vous envoie, vous, le héros de l'ombre. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines espèces retrouvées dans les égouts étaient locales ou importées du Proche-Orient. Certains pensent même que Rome entretenait un commerce discret de serpents rares, destinés aux sacrifices, à la médecine ou aux farces douteuses entre sénateurs. Vous avancez lentement, votre sac est encore vide. Votre torche projette des ombres trop grandes. Vous distinguez une forme enroulée sur une pierre. Vous vous arrêtez. Est-ce que c'est une corde? Un morceau de filet? Non. Ça bouge, lentement. Et ça vous regarde, sans paupières, avec cette neutralité glaciale que seuls les serpents savent exprimer. Vous sortez votre outil, un bâton courbé avec un petit crochet au bout. Vous murmurez des mots apaisants pour vous-même. Et d'un geste sûr, vous glissez le bâton sous le ventre de la bête. Elle résiste à peine. Vous lavez vos mains dans un filet d'eau trouble. Mission accomplie. Un de plus. Une fois, un collègue, paix à son odeur, aurait capturé par erreur une anguille géante qu'il a ensuite tenté de vendre à un cuisinier de la Subure. L'animal a glissé, mordu un enfant, puis disparu dans une citerne. On raconte qu'il y nage encore 30 ans plus tard. Mais vous ne prenez pas de risques. Si ça a des crocs, c'est pour le sac. Vous tombez parfois sur d'autres choses. Des statuettes oubliées, des bagues tombées dans les latrines, un osselet d'enfant. Il y a même eu une rumeur sur un trésor caché sous la Via Appia. Vous trouvez surtout des rats morts et des sandales sans propriétaire. L'humidité vous colle à la peau. L'air est tiède, mais pas confortable. Et le silence n'est jamais complet. Il y a toujours un filet d'eau, un frottement, un soupir lointain. Vous avez appris à reconnaître les bruits normaux et ceux qui annoncent un danger, comme ce sifflement soudain que vous entendez derrière vous. Vous vous retournez lentement, une autre créature, plus fine, plus rapide. Vous n'avez pas le temps de réagir. Elle disparaît entre deux blocs de pierre dans une fissure. Vous notez l'endroit mentalement et vous reculez. Vous n'êtes pas payé assez pour courir dans ce labyrinthe. Vous vous souvenez de la crème solaire à la crotte de crocodile, cette lubie des riches Égyptiens? Eh bien, dans l'Empire romain, on utilisait aussi des excréments de crocodile comme contraceptifs supposés. Lien avec votre métier? Peut-être que certains de ces reptiles échappés ont fini ici, dans l'ombre, à rôder entre les colonnes fuyantes. À la fin de votre journée, vous remontez lentement à la surface. Vos jambes sont tremblantes. Vous sentez le musc, la vase et l'ammoniaque. Le soleil vous aveugle. Les passants vous ignorent. Mais dans votre sac, un serpent s'agite. Mission accomplie. Vous le livrez à un jardinier impérial. Il hausse les épaules, prend la créature et vous tend une pièce. Elle est chaude et ne sent presque rien. Vous marchez jusqu'à chez vous, un petit réduit en haut d'un escalier branlant. Vous laissez vos vêtements dehors, sous la pluie. Vous buvez un peu de vin et vous vous asseyez, pensif. Vous vous demandez combien de serpents vous avez déjà vus. Combien vous ont échappé. Et si l'un d'eux, un jour, décidera que vous avez trop vu. Mais ce soir, vous êtes sain et sauf, à moitié propre, et étrangement fier, car dans les entrailles de Rome, vous êtes le seul qui ose regarder là où les autres préfèrent détourner les yeux.
Aujourd'hui, vous êtes sous les feux de la rampe, mais pas de ceux qui font briller. Vous n'êtes pas acteur, ni même figurant. Vous êtes l'un des rouages invisibles d'un grand spectacle romain. Vous êtes esclave de scène dans les amphithéâtres. À l'aube, on vous réveille d'un coup de coude. Pas de petit déjeuner, juste une tunique courte et un ordre sec. Direction l'arène. Le Colisée vous attend. Immense, sonore, surpeuplé. Un monstre de pierre et de cris. Et vous, minuscule dans ses entrailles, êtes chargé de faire rouler les décors, simuler des tempêtes et courir devant des bêtes quand tout le reste échoue. Vous descendez dans les niveaux inférieurs du bâtiment, un labyrinthe de treuils, de cages, de cordages et de mécanismes grinçants. On vous affecte à l'équipe Trappe Mobile. Votre mission: soulever à temps une dalle pour faire surgir un tigre ou vous assurer qu'un navire miniature glisse correctement dans le sable humidifié. Facile, non? Enfin facile si l'on ne tient pas compte des lions impatients au-dessus de votre tête, ou de l'éléphant qui a décidé de s'asseoir sur la rampe d'accès. Vous tirez, poussez, courez. Vous êtes en sueur avant même que les trompettes ne sonnent. Un fait historique étonnant. Certains spectacles simulaient des batailles navales, les nomachis, en inondant l'arène. Les esclaves comme vous devaient refaire couler les bateaux, parfois avec les rameurs encore à bord. On débattait de la profondeur idéale pour que le public voie bien le naufrage, mais que l'eau ne déborde pas dans les gradins. Les ingénieurs se disputaient, les esclaves pataugeaient. Aujourd'hui, pas de mer miniature, mais une représentation comique avec animaux. Traduction. Un homme déguisé en satyre doit être poursuivi par une autruche, pendant que vous déclenchez les rires enregistrés en frappant une planche creuse. Le problème? L'autruche a faim. Le satyre a oublié ses sandales. Et vous avez mal calé le levier de la trappe. Résultat, l'autruche sort trop tôt, fonce dans un garde, le public hurle de joie. Et vous recevez une gifle pour timing dramatique incorrect. Vous vous rattrapez l'après-midi, quand un décor représentant une forêt en carton papyrus doit pivoter d'un quart de cercle sans se déchirer. Vous tirez la corde avec votre équipe, évitant les clous rouillés et les cris du régisseur qui menace de vous envoyer aux galères si la branche tombe encore. Vous ne savez pas s'il plaisante. Une anecdote étrange. Une fois, un esclave a été accidentellement hissé à la place d'un décor de montagne. Il est apparu au milieu de la scène, suspendu, hurlant, avec un faux arbre collé à la tunique. Le public a cru à une métaphore. L'empereur a applaudi. L'esclave a été muté aux toilettes. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces esclaves de scène étaient formés à l'art dramatique technique, ou si tout reposait sur la terreur, l'endurance et beaucoup de ficelles. Vous avez appris sur le tas, et parfois sur la tête d'un ours, car oui, certaines bêtes ne sortent pas quand on leur dit. Il vous arrive donc d'être envoyé dans leur cage, muni d'un bâton, pour l'encourager doucement. Doucement. Vous vous souvenez encore du regard d'un léopard qui n'avait clairement pas envie de participer au spectacle. Il vous a feinté, grogné, puis éternué sur vos pieds. Finalement, il est sorti de lui-même. Mais vous avez pleuré un peu. Parfois, vous êtes déguisé. On vous envoie sur scène en esclave puni, en dieu secondaire ou en oiseau géant. Une fois, vous avez dû jouer un arbre silencieux. Debout, immobile, pendant 20 minutes, pendant qu'un acteur déclamait une tragédie sur le vent de l'oubli. Vous avez éternué à la fin. Le public a applaudi. Ironie involontaire. Vous apprenez aussi à lire les caprices du public. Une foule romaine peut être cruelle, impatiente, puérile. Elle aime voir des erreurs. Un esclave qui tombe, une bête qui refuse d'attaquer, un décor qui s'effondre. Ce sont les meilleurs rires. Vous êtes une blague ambulante, mais sans droit de réponse. À la fin de la journée, vous rangez les accessoires. Un casque brisé, une faux en bois, 2 plumes d'autruche arrachées. Vous avez du sable dans les chaussures, de la peinture dans les cheveux
et un goût de cuivre dans la bouche. Est-ce le stress? Ou le vin tiède que vous avez volé dans les coulisses? Un collègue vous tend une miche de pain rassis. Il sourit. Encore vivant. Vous hochez la tête. Encore. Et demain, vous y retournerez. Parce que dans l'arène, même dans l'ombre, vous existez. Vous faites partie du rêve. Du cauchemar aussi. Mais surtout, du spectacle. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce sera vous, au centre de la scène, déguisé en palmier, certes, mais éclairé. Vous vous souvenez de la purée de pois impériale d'il y a quelques jours? Eh bien, aujourd'hui, vous en préparez la version cosmétique. Pas pour la manger, pour l'étaler sur des visages. Car vous êtes désormais fabricant de cosmétiques à base douteuse, ce qui est une manière polie de dire alchimiste du grumeau étrange. Le travail commence à l'aube, dans un recoin du marché couvert. Votre atelier se compose d'un mortier, de fioles en verre recyclé, d'un banc en pierre et d'une corne de chèvre remplie de cire. Vous portez un tablier en lin taché de tout ce qui existe entre le beige jaunâtre et le rose-violet. Votre première tâche, broyer du plomb. Oui, du plomb, cet ingrédient phare de la beauté romaine. Mélangé à du vinaigre, il donne une pâte blanche très prisée des matrones. Elles l'appliquent en couche épaisse pour obtenir le teint pâle, si à la mode. Un peu comme si on voulait ressembler à un nuage mort. Une fois le mélange prêt, vous le parfumez à la lavande, ou plutôt à ce qui prétend être de la lavande. C'est plus souvent une herbe du coin, ramassée à l'arrache, que vous faites macérer dans de l'huile de figue fermentée. L'odeur est engageante. Vous préparez ensuite des fards rouges à base de cinabre, une poudre de sulfure de mercure. Oui, encore un métal toxique. Vous en avez constamment sous les ongles et parfois dans les narines. Vous éternuez rose, littéralement. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces préparateurs savaient que leurs produits étaient dangereux ou s'ils pensaient vraiment que, si ça pique, c'est que ça marche. Une cliente entre. C'est votre préférée. Flavia, matrone bavarde, passionnée de blush naturel. Elle vous commande un rouge à lèvres au minium, oxyde de plomb, une lotion au résidu de fromage de chèvre et une crème à base de graisse d'oie et de cendre de ronce. Vous notez tout avec application. C'est votre chef-d'œuvre. Vous vous souvenez encore de votre première préparation de parfum. Vous aviez mélangé du myrrhe, de l'huile d'olive et quelques gouttes de ce que vous pensiez être du musc, mais qui était, selon toute probabilité, une sécrétion d'âne stressée. Résultat, une odeur inoubliable. Malheureusement, une anecdote que vous aimez raconter, à vous-même pendant les longues heures de broyage, concerne l'impératrice Poppée qui, dit-on, se baignait dans du lait d'ânesse pour adoucir sa peau. Certains prétendent qu'elle gardait une étable complète dédiée à cette routine. Vous n'avez qu'un vieux pot de lait tourné que vous utilisez pour faire fondre du savon. L'effet est exfoliant. Une jeune esclave entre, envoyée par sa maîtresse. Elle demande une crème contre les taches brunes. Vous hésitez entre le mélange à base de farine de lentilles et celui aux œufs de fourmi. Vous optez pour le deuxième, avec une touche de bile de chèvre séchée. Elle vous regarde avec suspicion. Vous souriez doucement. C'est ce que prend l'épouse du prêteur. C'est peut-être vrai, ou pas, ou, le vrai défi, ce sont les commandes spéciales. Une pommade qui repousse les rides, une poudre qui fait paraître les yeux plus grands, un onguent qui sent comme un jardin au printemps, mais sans les abeilles. Vous testez, vous échouez, vous réessayez. Vous avez été brûlé au 3e degré par une lotion trop acide. Vos sourcils repoussent mal depuis. Les Romains croient que la beauté est un signe de vertu, ou au moins de richesse. Plus vous sentez fort, plus vous êtes respecté. Parfum de nard, excellent. Goudron, légèrement mentholé, encore mieux. Vous fabriquez des boules odorantes qu'on cache sous les aisselles. L'une d'elles explose pendant la fabrication.
votre atelier sent la réglisse brûler pendant 2 jours. Les ingrédients sont exotiques. Coquilles pilées venues de Chypre, résine du désert, ambre gris échoué sur une plage de Mauritanie. Mais parfois aussi très locaux. Cire d'oreille, cendres humaines. Oui, vous avez des clients très ésotériques. Et placenta de chèvre. Vous ne posez plus de questions. Les historiens s'interrogent encore sur l'efficacité réelle de ces produits. Certains soutiennent qu'ils étaient purement symboliques, d'autres qu'ils avaient un effet placebo renforcé par la conviction sociale. Vous savez qu'un bon phare peut sauver un mariage, ou au moins un rendez-vous avec un patricien à demi aveugle. Le soir, vous lavez vos outils dans un bassin d'eau vinaigrée. Vos mains sont tachées de rouge et de noir. Vos narines saturées. Votre dos en compote. Mais vos clients sont satisfaits. Flavia a dit qu'on l'avait appelée nymphe crépusculaire au marché. Mission accomplie. Vous allumez une lampe à huile, griffonnez une recette nouvelle sur un bout de parchemin, essence de fèves, jus de figue, poudre d'os de pigeon, et souriez. Peut-être que demain, vous découvrirez le secret de l'éclat éternel, ou au moins un fond de teint qui ne démange pas trop. Vous vous couchez tard, les doigts collants, les rêves parfumés. Dans cette Rome qui brille, vous êtes l'artisan de l'illusion, le magicien des potions de beauté, le chimiste de la coquetterie toxique. Et vous dormez, enfin, entouré d'effluves douteux, mais avec le sentiment du travail bien fait. Vous pensiez que trafiquer des phares au plomb, c'était rude? Attendez de voir ce qu'on vous a réservé aujourd'hui. On vous appelle à l'aube, on vous tend une corde, un pichet de vin tiède, et on vous dit simplement « Va aider à déplacer l'obélisque ». Ah! Donc, vous êtes maintenant transporteur d'obélisques. Superbe. Pas n'importe quel obélisque, évidemment. Celui que Caligula a décidé de ramener d'Égypte pour décorer son nouveau cirque. Un petit monument discret de plus de 300 tonnes, haut comme 5 maisons, lourd comme une promesse d'architecte. Et vous êtes là pour tirer, pousser, chanter en cadence et espérer que personne ne glisse. Votre journée commence au bord de la mer. Le monstre de granit trône encore sur un radeau géant tiré par 30 galères après un périple de plusieurs mois depuis Alexandrie. Un capitaine blasé vous lance. Si ça se brise, on enterre le tout, et toi avec. On vous attache une ceinture de chanvre autour de la taille, reliée à une corde principale. Vous êtes 22 sur ce segment. On vous appelle les fourmis humaines. Votre mission? Faire rouler doucement le bloc sur des rondins de bois huilés à raison de 2 mètres par heure. Si tout va bien. Un fait fascinant. Les ingénieurs romains utilisaient un système de treuils, de leviers et de vis sans fin pour redresser les obélisques une fois sur place. Mais pour les transporter, il fallait du muscle. Beaucoup de muscle. Et de foie. Et parfois, une bonne dose de vin. Vous marchez en cadence, torse tendu, bras en feu. Le contremaître crie des ordres en latin ancien, probablement inventé sur le moment. Quelqu'un chante un air douteux sur Isis et les cargaisons perdues. Un muletier vous lance des olives. Elles rebondissent sur votre crâne. À mi-journée, vous vous arrêtez. Le sol a cédé sous l'un des rondins. L'obélisque s'incline légèrement. Tout le monde retient son souffle. Vous aussi. Le temps s'arrête. Puis un craquement. Un silence. Et rien ne tombe. Pas cette fois. On applaudit. Vous repartez. Une anecdote racontée par les anciens. Lors du transport d'un autre obélisque, un mulet se serait mis à braire tellement fort qu'un ingénieur aurait perdu l'équilibre et fait tomber ses plans dans une rivière. Le monument a fini tourné de travers, et personne n'a osé corriger l'erreur. Depuis, on dit que ce mulet était la réincarnation d'un architecte jaloux. Les historiens se disputent encore sur le chemin exact suivi par ces monuments entre le port et les forums. Certains pensent qu'on construisait des routes temporaires en bois.
D'autres soutiennent que les ouvriers démontaient littéralement des murs d'immeubles pour laisser passer le géant. Vous savez que tout est question de silence et d'ampoules aux mains. Votre travail n'est pas seulement physique. Il faut aussi surveiller les cordes, huiler les rondins, aplanir le sol, poser des cales et rester concentré. Parce que si une seule corde lâche, le poids se déséquilibre, le bloc bascule et c'est vous qui devenez une tâche artistique entre deux pavés. À un moment, un chien errant se glisse sous l'obélisque, renifle, puis s'endort à l'ombre. Personne n'ose le réveiller. On attend 10 minutes. Il repart. Vous aussi. Votre repas? Un pain rassis trempé dans de la graisse. Vous avez perdu tout sens du goût. Votre corps est une mécanique de tirage et de souffrance. Vos bras sont de pierre. Vos genoux hurlent. Mais vous continuez. Le soir, vous arrivez à un tournant. Littéralement. L'obélisque ne passe pas. Il manque 15 cm. Un silence de mort. Un architecte s'étrangle. Un contremaître pleure. Et vous? Vous proposez de creuser un peu le mur. On vous regarde comme un génie. Ou un hérétique. Mais on creuse. Ça passe. Vous gagnez un morceau de fromage pour votre idée. Vous dormez dehors, près du monument. Il dégage une certaine majesté, même couché. Vous le regardez comme on regarde une divinité assoupie. Vous êtes sale, épuisé, et heureux d'être encore entier. Demain, vous recommencerez. Encore 20 jours de marche lente. Mais un jour, cet obélisque sera dressé, droit comme une promesse. Et vous pourrez dire que vous étiez là, que vos épaules, vos callosités et votre sueur ont porté un bout d'Égypte jusqu'au cœur de Rome. Et puis, on vous oubliera. Le nom du commanditaire sera gravé à la base. Le vôtre s'effacera dans la poussière. Mais vous saurez. Et dans vos rêves, courts, bruyants, mais fiers, vous tirerez encore ce géant de pierre à travers les siècles. Vous pensiez que gratter le dos d'un sénateur dans un bain tiède ou tirer un obélisque à la sueur de vos coudes, c'était étrange. Attendez de voir votre mission d'aujourd'hui. Vous entrez dans une petite boutique sombre au fond d'une ruelle que même les chats évitent. Sur la porte, une inscription grattée dans le bois. Taberna, Defictionum. Bienvenue dans votre nouveau métier. Scribouillard de malédiction. Vous êtes assis sur un tabouret bancal, entouré de feuilles de plomb, de tiges d'osier et de statuettes cassées. La lumière vient d'un minuscule puits de jour et les ombres y dansent comme des esprits agités. Vous avez entre les mains une fine tablette de métal grisâtre et un stylet. On vous demande d'écrire que les intestins de Marcus se tordent pendant qu'il négocie ses oignons. Charmant. Vous êtes un défixor, un spécialiste de la malédiction écrite. Votre clientèle, des amants trahis, des commerçants rancuniers, des cochers énervés et, parfois, des mères possessives. Vous gravez lentement les formules en lettres irrégulières, tout en murmurant parfois les mots. Certains le font pour activer la puissance du texte, d'autres juste parce qu'ils ont peur d'oublier une incantation. Un fait historique passionnant, ces tablettes de malédiction ou de fiction étaient généralement roulées, pliées ou clouées, puis enterrées dans des lieux sacrés, des tombes ou lancées dans les puits. Le plomb, métal des enfers, servait à canaliser la volonté vers les divinités souterraines. Vous le taillez avec application comme un artisan du ressentiment. Vous gravez des noms, des listes entières, parfois. Titus, Quintus, Aelia et tous les membres de leur club de poésie ridicule. Vous écrivez qu'ils perdent leur voix quand ils chantent, ou que leur vin tourne dès la première gorgée. Un jour, un potier vous a commandé une malédiction contre son concurrent, très spécifique, qu'il casse toujours ses amphores, sauf quand il les vend au mauvais prix. Une anecdote curieuse. Vous avez un client régulier, un boulanger qui fait toujours la même demande. Que le pain de mon rival soit creux au centre, mais ait l'air parfait de l'extérieur.
Vous admirez le raffinement de sa haine. Mais attention, vous n'êtes pas qu'un simple copiste. Il faut respecter la forme, la cadence, la syntaxe rituelle. Je lis la langue de X, la main de X, la jambe gauche de X. Vous connaissez les variantes selon les régions. Vous avez même étudié quelques formules grecques, plus chantantes, mais plus délicates. Et parfois, vos clients veulent des symboles, serpents, chaînes, yeux barrés. Vous les dessinez à la hâte, tremblant un peu. Certaines nuits, ils semblent cligner dans la pénombre. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces tablettes avaient une influence réelle sur le sort des malheureux nommés, ou si leur pouvoir venait uniquement de la peur qu'elles inspiraient. Certains pensent qu'elles agissaient comme un placebo inversé, une prémonition toxique, une autosuggestion collective. Vous ne savez pas. Mais un jour, vous avez gravé le nom d'un cocher, et son char a explosé le lendemain. Depuis, vous évitez de plaisanter avec vos commandes. Vous vous souvenez de votre première erreur. Vous aviez mal orthographié un nom. Au lieu de Gaius, vous avez écrit Gallus. Le lendemain, un pauvre marchand de poulets est venu vous supplier de retirer la malédiction. Il avait perdu tous ses œufs en une nuit. Coïncidence? Vous ne préférez pas savoir. Parfois, les demandes dérapent. Une femme vous a apporté un collier, un ongle et un brin de cheveux pour renforcer sa malédiction. Vous avez accepté, mais depuis, ce coin de l'atelier reste froid, même quand le soleil tape. Votre main est couverte de poussière métallique. Vos doigts sentent le cuivre et le vin, car oui, certains clients paient en nature. Une amphore ici, un morceau de viande là. Vous préférez le pain sec, moins de malédictions attachées. Vous avez entendu dire que dans certaines provinces, les défictionnes étaient eux-mêmes utilisées dans les procès. On maudissait l'avocat de l'adversaire, le juge, voire les témoins. Dans Rome, on reste plus discret, mais les regards en coin des clients vous suffisent à comprendre que personne n'est innocent ici. Vous pliez une tablette soigneusement. Vous la glissez dans une boîte d'argile, accompagnée d'un clou. Vous la remettrez ce soir à un coursier qui ira la déposer près d'un carrefour sacré, ou dans un puits, ou dans la fontaine où boivent les chats. Vous terminez votre journée avec une dernière commande, une malédiction contre un mari ronfleur. Pas pour qu'il meure, non, pour qu'il ronfle dans l'autre direction. Vous écrivez ça en souriant. Peut-être que les dieux souterrains apprécieront l'humour. Vous éteignez votre lampe. L'atelier devient silencieux. Vous rangez vos outils, vos rouleaux de plomb, vos formules secrètes. Vous avez été le scribe des rancunes, le secrétaire des regrets, le calligraphe du karma. Et ce soir, vous dormirez en espérant que personne n'ait gravé votre nom. Vous ouvrez les yeux et vous êtes déjà en hauteur, littéralement, suspendu à une échelle grinçante, à 15 coudées au-dessus du sol, vous vous accrochez à un doigt de marbre fissuré appartenant à une divinité colossale. Aujourd'hui, vous exercez le noble métier de réparateur de statues divines. Le chantier est un temple dédié à Jupiter Optimus Maximus, et son effigie trône fièrement sous un portique sacré. Elle mesure 6 mètres de haut, repose sur un socle en orme doré et a perdu le bras gauche. Pas idéal pour un dieu censé tenir la foudre. C'est vous qu'on a appelé pour le recoller. Vous portez une tunique renforcée de cuir, un foulard autour de la tête, non pour le style, mais pour éviter la poussière de marbre dans les narines, et une ceinture pleine d'outils, ciseaux, marteaux, spatule à cire, clous de bronze, colle organique, et un petit sachet de poudre mystérieuse que vous n'osez pas interroger. Votre mission? Réparer sans offenser, car toucher une statue divine est un sacrilège contrôlé. Il faut réciter une formule, éviter les jours néfastes et surtout ne pas rire en regardant le visage figé du dieu. Même si, comme aujourd'hui, la bouche est restée à moitié ouverte, donnant l'impression que Jupiter veut éternuer. Un fait souvent oublié, ces statues n'étaient pas que des décorations.
Elles étaient investies de numens, une présence divine quasi réelle. Certains temples fermaient quand la statue était malade, c'est-à-dire fissurée, ébréchée ou tout simplement moche. Le peuple considérait ces réparations comme des soins spirituels. Vous commencez par inspecter la fissure. Elle s'est élargie à cause des variations de température. Un prêtre vous regarde depuis le sol, bras croisés, méfiant. Il vous a déjà rappelé que si vous abîmez l'auréole, des choses tomberont du ciel. Vous avez choisi de ne pas demander lesquelles. Vous grimpez plus haut. Votre main tient un pot de cire chaude que vous allez insérer dans la fissure avant de coller un insert en pierre plus jeune. Vous soufflez doucement pour éviter de vous évanouir dans les vapeurs. Vous murmurez une petite prière, pas très réglementaire, à Mercure, juste au cas où. Une anecdote racontée par les ouvriers, un réparateur comme vous aurait jadis laissé une empreinte de doigt dans la paume de Minerve, sans le vouloir. Le temple tout entier fut frappé de silence pendant 3 jours. Tous les oiseaux s'étaient envolés. L'homme a fui en Gaule. La rumeur prétend qu'il est devenu sculpteur de pieds. Les historiens se disputent encore sur la fréquence réelle des restaurations. Certains estiment que les temples entretenaient une équipe permanente, d'autres pensent que ces réparations étaient rares et cérémonielles. Vous savez que chaque pluie forte vous vaut un appel. Vous avancez prudemment sur l'échafaudage. Une poutre grince. Votre pot de colle manque de tomber. Vous le rattrapez au vol, un peu de cire chaude coule sur votre bras. Vous jurez intérieurement, mais pas à voix haute. On ne crie pas à côté du front de Jupiter. Vous repensez à votre formation. Vous avez appris à reconnaître le marbre par le son qu'il fait quand on le frappe du doigt. À identifier l'origine d'une veine, Carrare, Proconèse, peut-être même une vieille pierre grecque recyclée. Vous avez aussi appris à faire la différence entre une déformation artistique et une bêtise d'apprenti. L'auriculaire de Junon était trop long? Erreur. On l'a déclaré symbolique. Il faut parfois restaurer des zones plus délicates. Vous vous souvenez de ce faune dont il a fallu recoller l'attribut principal. 3 fois. À chaque nouvelle tentative, quelqu'un éclatait de rire. Ce fut un long chantier. Vous avez aussi travaillé sur une statue d'Isis dont les yeux avaient été volés par des corbeaux ou par un petit garçon audacieux. Il fallut sculpter de nouveaux globes en albâtre, les polir avec du sable fin, puis les fixer avec de la résine de pin et une prière. Depuis, elle regarde un peu de travers, mais le prêtre dit que c'est une nouvelle forme de bénédiction. Votre pause est courte. Un pain tiède, une figue sèche et un peu d'eau trouble. Assis entre 2 pieds de Neptune, vous observez le forum. Le bruit du marché, les cris des marchands, les rires des enfants. Ici, en hauteur, tout semble plus lointain. Même vos douleurs. Vous terminez la journée en lustrant la main droite de la statue avec un chiffon de laine imbibé d'huile de myrrhe. On dit que le toucher final, s'il est fait correctement, referme l'âme dans la pierre. Vous espérez que personne ne vérifiera votre geste. Vous l'avez appris par observation, pas dans un manuel. Vous redescendez lentement. Chaque marche de l'échelle est une victoire. Le bras de Jupiter est en place. La fissure a disparu. Le prêtre hoche la tête. Vous ne recevrez pas de médaille. Mais peut-être ce soir, le temple restera silencieux et le Dieu satisfait. Chez vous, vous enlevez vos gants, vos genoux craquent, vos épaules gémissent. Vous avez des éclats de marbre dans les cheveux et une tache de cire dans la barbe. Mais vous vous sentez étrangement utile. Dans une ville de chair et de bruit, vous êtes le soigneur des statues, le gardien des formes figées, l'homme qui murmure aux oreilles de pierre. Et parfois, vous avez l'impression que les statues vous regardent en retour. Vous entendez les clous avant de les voir. Le martèlement sourd, répété,
infini. Vous entrez dans l'atelier à l'odeur de cuir et de sueur sèche. C'est là que vous passerez vos prochaines semaines, vos mois, vos années peut-être. Aujourd'hui, vous êtes fabricant de sandales pour légions entières. On vous tend une forme de bois, une pile de lanières de cuir de bœuf tanné et une consigne claire, 80 paires par jour, pas une de moins. Vous avalez votre salive et vous commencez. Le sol est jonché de copeaux de cuir, de semelles usées et de clous tordus. L'atelier est bruyant, sauf quand tout le monde se concentre. Vous êtes au poste des Caligae, ces sandales militaires à semelles cloutées, conçues pour durer des centaines de kilomètres, de la Germanie aux sables d'Afrique. Un fait que peu de gens savent, chaque légionnaire romain recevait en moyenne 2 paires par campagne. Et quand on dit « campagne », on parle de plusieurs années, des cols alpins aux marais pestilentiels. Votre travail est donc vital. S'il rate, un soldat boite. Et un soldat qui boite meurt. Ou pire, se plaint. Vous commencez par tremper les semelles dans l'huile. Cela les rend souples. Vous découpez ensuite le cuir supérieur, les brides, les contreforts. Vos outils sont simples, couteau crochu, marteau, poinçon. Vos mains, massacrées. Coupures, ampoules, cornes épaisses. Vous avez perdu toute sensation du bout des doigts. Parfois, vous vous demandez si vos empreintes digitales sont encore lisibles. Une anecdote populaire dans l'atelier. Un vieux cordonnier aurait, par erreur, fabriqué une paire de sandales pour pied gauche uniquement. Centurion furieux. Le soldat les a quand même portées, alternant pied gauche et plus gauche encore. Il aurait fini comme messager. Rapide, mais en zigzag. Le cuir que vous utilisez vient de Narbonnaise. Il est plus souple, mais glisse parfois quand il est mouillé. Les historiens se disputent encore pour savoir si les sandales des officiers étaient fondamentalement différentes de celles des simples soldats. Certains prétendent qu'elles étaient doublées de feutre ou ornées de clous en bronze pour briller au soleil. Vous savez qu'elles grinçaient pareil. Vos collègues parlent peu. Ils martèlent. Vous écoutez. Le rythme est presque hypnotique. Clou, clou, pause, clou. L'odeur du cuir chauffé vous monte à la tête. Vous êtes couvert de poussière, les bras en tension. Vous avez développé une bosse étrange sur l'épaule droite. Certains appellent ça l'épaule de la sandale. Vous assemblez les brides. Chacune doit être symétrique, cousue solidement. Vous vous souvenez du jour où l'un des soldats est revenu furieux? Une bride avait cédé pendant une marche. Résultat, entorse, insulte et une botte improvisée en ficelle et foin. Il a menacé de vous fouetter avec votre propre lanière. Depuis, vous vérifiez 2 fois chaque couture. Une pause. Enfin, un morceau de fromage dur, un figue ratatiné, un peu de vin dilué. Vous vous asseyez sur un tas de chutes de cuir. Le contremaître vous lance un regard. 5 minutes. Pas une de plus. Vous reprenez. Clou, clou, clou. Le bruit devient votre pensée. Vous vous surprenez à rêver de sandales parfaites avec des semelles qui ne s'usent jamais. De clients reconnaissants. De pieds sans ampoule. Un jour, un vétéran est passé à l'atelier. Il a montré une paire qu'il portait depuis 10 ans. Il l'a déposée comme une relique. Vous l'avez examinée. Elle était fendue, usée, mais fidèle. Comme un chien en cuir. Vous l'avez accrochée au mur. Personne n'a osé la toucher depuis. Les sandales sont marquées à la main, parfois à l'effigie de la Légion. Vous apposez ces symboles comme des signatures discrètes. Mais une fois, par jeu, vous avez gravé une phrase à l'intérieur d'une semelle. « Si tu marches loin, pense à moi. » Vous ne saurez jamais si le soldat l'a lu. Mais ça vous a fait sourire. Les historiens modernes débattent encore du confort des Caligae. Certains disent qu'elles étaient très avancées pour leur temps, avec une aération parfaite et une durabilité inégalée. D'autres soulignent qu'elles provoquaient des infections, des échauffements et des ongles perdus. Vous dites que ça dépend du cuir. Le soir tombe.
Vous avez terminé 74 paires? Pas assez. Vous en fabriquez 6 de plus, à la hâte. Une vous semble un peu bancale. Tant pis, le centurion ne verra pas. Ou alors, il verra, mais ne saura pas qui l'a faite. Vous rangez vos outils dans un sac en toile. Vous massez vos poignets. Vous clignez des yeux. Les formes de semelles dansent encore dans votre vision. Chez vous, une couchette, un bol de soupe tiède et un vieux ongle de fer que vous gardez comme talisman. Demain, on vous demandera peut-être de passer aux bottines de cavalerie. Un nouveau défi. Mais pour l'instant, vous êtes simplement l'architecte de la marche, le soutien invisible de chaque conquête. Vous fabriquez la guerre. En pointure 42. Le festin commence sans vous. Vous êtes déjà dans l'ombre, accroupi derrière un rideau brodé, à portée de relents épicés et de rots élégants. Ce soir, comme les autres soirs de festin impérial, vous êtes préparateur de banquets vomitifs. Oui, vous avez bien lu. Votre métier consiste à assister à la glorieuse mécanique d'un repas sans fin, où l'on mange pour le plaisir, vomit discrètement, puis recommence. Vous travaillez pour un patricien bien connu, grand amateur de mets rares et de démonstrations culinaires grandiloquentes. Il reçoit 20 invités ce soir. Le triclinium est prêt, les coussins sont moelleux, les esclaves en toge bien amidonnée. Vous êtes entre la cuisine et le couloir discret, avec un bac de bronze et une éponge. Glamour. Le repas commence avec des figues au vin de date, suivi de langues de paon grillées sur des sarments de vigne. Vous portez les plateaux, vous inclinez la tête, vous souriez. Puis vous retournez discrètement à votre poste, la petite salle réservée au relâchement. Là où les invités, repus mais pas rassasiés, viennent se soulager, souvent entre deux services. Et c'est vous qui entretenez l'endroit. Un fait historique véridique. Les banquets romains pouvaient durer des heures, parfois jusqu'à l'aube. Les riches invités n'avaient aucun scrupule à se faire vomir pour faire place à d'autres plats. Ce n'était pas un scandale, c'était un art de vivre. Et certains avaient même des plumes d'autruche spécialement conçues pour stimuler leur gorge avec délicatesse. Vous les nettoyez? Chaque soir, une anecdote que vous préférez ne pas raconter à table. Un soir, un jeune poète ivre a vomi sur un centurion. Pas par mépris, mais par erreur de direction. Résultat, duel au dessert, renversement de plateau et 2 jours d'odeur d'huître dans les tentures. On vous a demandé de réaromatiser la salle avec des sachets de myrrhe et des fleurs pressées dans du vinaigre. Ça a juste ajouté une odeur de salade à l'accident. Vous passez votre soirée à alterner les tâches. Porter des amphores de vin mielé, trancher du foie de hérisson confit, vider les bassins de soulagement, remettre des coussins en place, sourire aux convives à moitié somnolents. Parfois, on vous appelle pour vérifier la température d'un plat. Pas parce que vous êtes cuisinier, mais parce que vous avez des doigts résistants à la chaleur. Un privilège. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces pratiques étaient courantes dans toutes les couches de la société ou limitées à l'élite décadente. Vous savez que chez les pauvres, on mange pour survivre, et chez les riches, on mange pour le théâtre. Vous remarquez les cycles. Entrée, relâchement, discours, plat chaud, rire forcé, vin, relâchement, danse, dessert. Les invités rient de moins en moins. Leur bouche s'ouvre davantage. Les yeux papillonnent. Certains se parlent en grec pour se donner une contenance. D'autres jouent avec les os de faisan comme des dés. Un sénateur vous fait signe. Il a besoin d'un petit rafraîchissement. Vous lui apportez un linge frais, parfumé au citron d'Hispanie. Il le pose sur son front, puis le mâche lentement. Vous détournez le regard. La cuisine est un théâtre permanent. Ça grille, ça flambe, ça hurle. Un cuisinier pleure parce que son rôti de dauphin s'est trop caramélisé. Le chef le gifle avec une cuisse de chevreuil. Vous ramassez la viande tombée.
Elle servira de plat de dernière surprise. Une autre anecdote réelle. Une fois, un convive a demandé un gâteau en forme de son propre visage, farci de crevettes. Il voulait voir ce que ça faisait de se manger soi-même. Il a vomi après la première bouchée. Vous avez jeté le reste dans le jardin. Les chiens n'en ont pas voulu. Vous êtes épuisé. Chaque bouchée que vous servez, chaque plat que vous remplacez, chaque craquement d'amphore vide vous rapproche du matin. Vos pieds le brûlent, vos mains sentent l'anchois, votre tunique colle sous les bras. Le dernier plat arrive, des dattes fourrées au poivre et au fromage fermenté. Vous les servez avec un petit rire discret. Les invités ne réagissent plus. Ils sont à moitié couchés, les visages huileux, les doigts tremblants. L'un d'eux ronfle doucement, un morceau de poulpe encore collé à la lèvre. Le maître de maison vous fait un clin d'œil. Il est ravi. Le banquet fut divin. Vous hochez la tête. Vous n'avez pas mangé, pas bu, pas parlé. Mais vous avez vu l'envers du luxe, l'intimité d'un ventre qui veut toujours plus. En rentrant chez vous, vous vous lavez les mains dans du sable, puis dans de l'eau croupie. Vous vous allongez sur une natte en pensant aux gâteaux en crevettes, aux plumes d'autruche et aux rôtis flambés. Et vous vous demandez, est-ce ça, le sommet de la civilisation? Peut-être. Mais vous en avez vu l'estomac. Vous êtes seul. Pas dans une ruelle cette fois, ni au fond d'un égout, ni suspendu à une statue. Non, juste seul. Le silence est épais, pesant. Il sent la terre retourner, la sueur séchée et le métal froid. Aujourd'hui, vous êtes ramasseur d'ossements sur les champs de bataille. Pas un soldat, pas un héros. Vous arrivez après l'épopée, quand la gloire est déjà dans les discours et les poèmes. Vous ramassez ce qu'il reste, ce que les chants ne racontent pas. Des morceaux, des objets, des silences. Le champ que vous parcourez ce matin a été le théâtre d'une escarmouche entre deux cohortes oubliées et quelques barbares sans nom. Rien d'héroïque. Quelques dizaines de morts, peut-être un centurion, une charrette brûlée, des casques cabossés et un manteau rouge oublié sur un buisson. Votre travail, retrouver les ossements, les identifier si possible, les rassembler et les transporter vers une fosse commune ou un petit mausolée selon le budget de la famille. Vous portez une tunique simple, des gants de lin et une brouette grinçante. Vous marchez lentement. Chaque pas est un crissement dans la poussière. Un fait peu discuté. Les Romains, bien qu'obsédés par les rites funéraires, n'enterraient pas toujours leurs soldats. Parfois, les corps restaient sur place des jours entiers, attirant les charognards, les voleurs, ou pire, les souvenirs. On envoyait alors des ouvriers comme vous, des purificateurs, des réparateurs de l'oubli. Vous trouvez un crâne entier. Il vous regarde sans reproche. Vous le déposez dans un tissu, avec précaution, puis un tibia, un bouclier tordu, une chaussure contenant encore un talon. Vous ne grimacez plus. Vous ne pleurez plus. Vous faites juste votre devoir. Une anecdote sinistre, mais vraie. Un ramasseur, autrefois, aurait trouvé un soldat encore vivant, mais enfoui sous ses compagnons. Il ne parlait plus. Il serrait une fibule dans sa main et répétait « Ce n'est pas mon sang ». Il est mort 3 jours plus tard, en murmurant une recette de pain. Autour de vous, le paysage est calme. Trop calme. Le vent fait bruisser les hautes herbes. Un corbeau vous suit, à distance respectueuse. Parfois, vous lui parlez. Pas pour toi, pas aujourd'hui. Il penche la tête. Vous continuez. Les historiens débattent encore. Était-ce un rôle honorifique, réservé aux anciens soldats, ou un simple emploi de dernière chance pour les malchanceux, les déserteurs discrets, les esclaves affranchis? Vous savez que personne ne le choisit. Pas vraiment. Mais on s'y attache. Parce que quelqu'un doit le faire. Vous trouvez un collier gravé au nom de Lucius, puis une amulette d'Isis, puis un fragment de javelot fiché dans une clavicule. Vous les emballez. Vous notez l'endroit. Vous respectez
même quand personne ne regarde. Une fois, vous êtes tombé sur un champ encore fumant. Trop tôt. Des corps tièdes, des mouches impatientes, des voix qui flottent encore dans l'air comme des échos. Vous avez reculé, puis avancé quand même. C'est ça votre rôle. Avancer quand plus personne ne veut le faire. Le sol devient meuble, une trace de pas, un casque renversé, une gourde percée. Tout raconte une histoire, mais personne n'écoute. Sauf vous. Vous reconstruisez, dans votre tête, le moment où cette jambe a cédé. Ce bras a tenté de se lever. Ce cri s'est perdu dans la poussière. Vous creusez une fosse, petite, assez profonde pour qu'aucun animal ne vienne fouiller. Vous y placez les restes, dans des draps simples. Pas de nom cette fois. Trop peu d'indices. Mais vous déposez une pierre blanche, juste au cas où. Au crépuscule, vous poussez votre brouette vers le chariot. Il en reste encore, là-bas, près du ruisseau. Demain, vous vous asseyez sur un tronc. Vos mains tremblent, pas de fatigue, d'humanité. Vous sortez un morceau de pain. Vous le mâchez lentement. Vous regardez l'horizon. Rien ne bouge. Dans cette solitude sacrée, vous êtes le dernier témoin, le dernier lien, l'ultime hommage. Vous n'êtes pas poète, ni prêtre, juste un homme avec une pelle et du respect plein les yeux. Ce soir, vous dormirez dans une grange abandonnée, entouré de silence. Peut-être que les morts viendront vous parler, ou pas, mais vous leur aurez offert quelque chose de rare, un peu d'ordre, un peu de paix, une dernière maison. Et maintenant, que la poussière retombe, que les marteaux cessent, que les cris des arènes s'éloignent. Vous avez traversé l'Empire romain comme personne n'ose le faire, non par ses exploits ou ses triomphes, mais par ses coulisses. Vous avez porté l'urine des autres, goûté des plats risqués, glissé dans la sueur des thermes et raclé la beauté jusqu'à la dernière fibre. Chacun de ces métiers, ridicules ou ingrats, portait en lui un fragment d'humanité. Une patience, un savoir-faire, une résilience. Des gens oubliés qui faisaient tourner le monde pendant que les statues se faisaient sculpter et que les sénateurs discouraient. Peut-être que vous vous sentez un peu plus sale, ou un peu plus sage, ou juste un peu plus fatigué. Alors, ce soir, reposez-vous. Inspirez profondément. Laissez vos pensées s'enfoncer dans la poussière antique. Tout est calme maintenant. Les dieux sont rassasiés. Les serpents sont dans leurs trous. Les sandales sont prêtes. Même l'obélisque dort. Fermez les yeux. Rome s'éloigne, lentement. Et vous, vous glissez doucement vers le sommeil, porté par des siècles de bruit, de rires étouffés et de pas fatigués sur les pavés.